Sur cette vidéo, je vais répondre à la question qui me revient le plus souvent. Thierry, pourquoi as-tu fait le choix de l'entrepreneuriat? Ou pourquoi as-tu fait le choix d'aller entreprendre? Pourquoi as-tu choisi, c'est-à-dire que le domaine agricole? Et pourquoi as-tu choisi, c'est-à-dire voilà, certaines spéculations, quand je dis les spéculations, c'est le poivre, le njansan, le bitacola, la cola communautaire, le palmier à huile. Tu nous parles de certaines spéculations, la bianca, tu nous parles du cuir, tu nous parles des produits du terroir. Pourquoi tu fais le choix des cultures du terroir? Dans le reste sur le bout de cette vidéo, je vais partager avec toi le fond de ma pensée, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix d'aller entreprendre et pourquoi est-ce que j'ai fait le choix des cultures du terroir. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Dans cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en voyant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Regarde aussi sur la barre de description, tu as un lien, c'est un lien qui te conduit vers une formation gratuite où je partage avec toi 10 idées de culture à lancer en Afrique. Donc pour répondre à la question qui m'est posée, c'est-à-dire que la plupart du temps, concernant le secteur, mon choix sur l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de l'agriculture et sur certaines spéculations en particulier, j'ai envie de dire ici que si je fais le choix de l'entrepreneuriat, c'est un choix qui a été longuement, c'est-à-dire que pensé. C'est un choix qui a été, je vais dire, pensé. Et quand je dis penser ici, je vais t'inviter déjà à bien te poser et à bien écouter. Parce qu'il faut comprendre ici qu'on ne va pas vers l'entrepreneuriat par mimétisme. On ne va pas vers l'entrepreneuriat parce qu'en ce moment, c'est un peu fun. Tout le monde dit je suis entrepreneur. Tout le monde dit je suis CEO. Aujourd'hui, si tu n'es pas entrepreneur, c'est-à-dire que tu es ringard, voilà, c'est à la limite. Non. On va vers l'entrepreneuriat parce que on cherche à résoudre un problème. On va vers l'entrepreneuriat parce que on a une certaine frustration qu'on aimerait, c'est-à-dire que résoudre. Et cette frustration, ça peut être le problème que beaucoup de personnes rencontrent. On va vers l'entrepreneuriat parce qu'on vient aider les autres, parce qu'on vient apporter une solution. Une solution ici, c'est quoi? C'est un produit ou c'est un service. Moi, dans mon cas, répète, je te dis, on va vers l'entrepreneuriat parce qu'on veut aider les autres. J'ai regardé ma situation familiale, où je suis l'aîné de 6 frères et sœurs. C'est moi qui vis, voilà, c'est moi qui le vis en aide de façon financière. Je suis père de 3 enfants. Avec mon épouse, nous sommes 5. Lorsque voilà, j'ai eu mon premier qui est né en 2007, les jumeaux qui sont arrivés en 2010, ça m'a amené à réfléchir. Donc je vais te dire ici que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de personnel. Tu vas vers l'entrepreneuriat parce que tu viens résoudre une frustration qui t'est propre. Je te partage ma situation. C'est pour que ça t'inspire un peu, mais je ne vais en aucun cas te demander de te calquer sur ma situation. Chacun et chacune a sa situation propre. Et c'est ta situation propre qui va t'amener à te pousser. C'est pour ça que je dis des fois ton pourquoi. C'est ton pourquoi qui va t'amener à aller entreprendre. Donc ici, ne va pas vers l'entrepreneuriat parce que tu as faim. Ne va pas vers l'entrepreneuriat parce que tu es broke, parce que tu es pauvre, parce que tu n'as rien. Non, l'entrepreneuriat ne te rendra pas très riche parce que c'est ça l'erreur que beaucoup font. Beaucoup pensent que il suffit de quitter son travail, aller, c'est-à-dire que enregistrer, c'est-à-dire que son entreprise, et tout de suite on deviendra millionnaire ou milliardaire. Non, je vais te déconseiller ici de quitter ton travail
et d'aller embrasser l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas comme ça un plan d'action bien défini. Donc moi, je me lance, voilà. Et puis, la question qui me taraudait aussi derrière, c'est qu'est-ce que je peux aussi donner, c'est-à-dire que justement, à mon pays. Donc quand je dis entrepreneur, déjà d'abord, tu vois que je reste encore sur le plan familial. J'ai dit, c'est moi qui suis là, c'est-à-dire que justement, à aider financièrement. Tu vois que j'ai aussi pensé en disant que je ne vais pas continuer comme ça à envoyer de l'argent. J'ai envie aussi de responsabiliser, c'est-à-dire que mes frères et sœurs, en leur donnant la dignité, en leur mettant la main dans le cambouis, parce que je sais aussi, il faut le dire, les réalités qui sont au pays, en Afrique, il n'y a pas d'emploi. On a comme ça énormément de jeunes qui ont fait des études, qui ont fait des filières, qui les ont envoyés, on les a poussés à aller faire des filières, où derrière il n'y a pas de débouchés. On a énormément de jeunes diplômés qui sont au quartier au chômage. Donc c'est ça qui me pousse à réfléchir en disant, comment est-ce que je pourrais, à mon petit niveau aussi, mettre en activité mes frères et sœurs pour qu'ils ne soient pas toujours dépendants des Western Union que j'envoie. Et je suis conscient aussi que, en tant que salarié, je ne peux pas continuer comme ça à envoyer de l'argent. Tu vois que j'ai une charge ici qui est 5 enfants, il y a des logements, il y a des charges. Je ne peux pas aussi continuer à envoyer de l'argent. Tu vois, c'est... Même si tu dis que tu es payé dès que 10 000, 20 000 euros, tu vas finir par t'essouffler. Donc, c'est comme ça que l'entrepreneuriat commence à gambager dans ma tête. Tu peux aussi me poser la question, mais pourquoi je n'ai pas choisi le commerce? J'ai refusé le choix du commerce. Pourquoi? Parce que derrière aussi, j'ai une idéologie. Et parce que derrière aussi, je sais que j'ai vu autour de moi comme ça beaucoup d'expériences qui ont capoté. Beaucoup d'entre nous qui avons envoyé de l'argent pour pouvoir faire des commerces. Je vous raconter les péripéties que j'ai eues sur les commerces. Parce que sur le plan émotionnel, on va faire le business en disant qu'on veut aider, on veut contribuer. Vous voyez généralement que nos familles ne sont pas formées sur le plan de l'éducation financière. Nos familles ne sont pas formées sur le plan du business. Lorsque tu vas aller faire la brocante, est-ce que ta famille, toi-même tu as fait une formation? Tu sais juste ici qu'il faut collectionner, c'est-à-dire que les affaires, tu envoies. Tu prends une voiture, c'est-à-dire que voilà, en occasion, si tu envoies, est-ce que tu les as formés sur le plan du marketing? Tu les as formés sur le plan de la communication? Tu les as briefés sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire que voilà, financière? Est-ce que c'est-à-dire que tu les as briefés? Parce que moi, ce que j'ai fait, je les ai réunis. Je leur ai vendu, c'est-à-dire que justement le projet. Ça, c'est la vente. Je leur ai dit, voilà, c'est-à-dire que justement ce qu'on va devoir faire dorénavant. J'aimerais que justement, voilà, qu'on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat et sur le secteur agricole. J'aimerais que vous soyez impliqués. Là-dedans, c'est là-dedans que vous aurez que justement votre gagne-pain. Tu comprends? Et j'ai dit, le socle du projet que nous sommes en train de faire, c'est aussi la réussite passe à travers justement l'image, le sens que chacun et chacune de nous, nous voulons donner à notre vie. Et c'est l'honneur, j'ai dit ici, l'honneur de notre grand-père, l'honneur de nos parents, c'est-à-dire que décider qu'on se doit aujourd'hui de redorer. Tu vois que quelque part, moi, ce sont mes réalités, tu vois. Et pour moi, c'est ça le socle, c'est ça le lien qu'il y a entre mes frères et moi. J'ai pris les personnes, ceux qui étaient encore en études, non? Et j'ai été clair en disant, la personne qui ne se sent pas à l'aise avec ça, ne s'engage pas. Je ne force personne. C'est l'honneur, c'est-à-dire que de nos parents, c'est l'honneur de notre grand-père qui est l'enjeu. La personne qui n'est pas prête ne s'engage pas. Voilà comment je me suis lancé. Voilà pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat. Je n'ai pas fait le choix
du commerce parce que c'est des personnes qui ne sont pas préparées. Tu vas envoyer de l'argent. Ben, on sait comment ça se passe. Même avec la bonne volonté, vont ouvrir les commerces. C'est des gens qui viendront prendre à crédit, qui ne vont pas rembourser. Ça va créer de la zizanie. Ça peut être aussi de la mauvaise gérance. Tu vas envoyer de l'argent, derrière, tu n'as pas le contrôle. Les personnes vont prendre de l'argent et utiliser à d'autres fins. Le commerce s'arrête. Donc là-dedans, il faut comprendre qu'il faut user de la stratégie. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de commerce. Et dans le commerce aussi, avec mon idéologie, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire aussi pour redistribuer la richesse dans mon pays? Donc, tu vois, en allant faire le commerce, je ne redistribue pas la richesse parce que je serai obligé de faire des achats à l'extérieur pour pouvoir ramener au pays. Et c'est de la devise qu'on sort. Tu sais, lorsqu'on va entreprendre, c'est pour ça que je dis que ça demande d'avoir une certaine idéologie. Ça demande de l'idéologie. On ne peut pas passer le temps à dire que d'autres communautés telles que s'enrichissent. Ces communautés s'enrichissent parce que derrière, elles ont une idéologie. Vous prenez les Asiatiques, ils ont une idéologie. Vous prenez les Européens, ils ont une idéologie. Vous prenez les Américains, ils ont une idéologie. C'est pour ça que partout où ils passent, ils fonctionnent en vase clos, ils consomment leurs produits, ils font la promotion de leurs produits, ils valorisent et vulgarisent leur économie. C'est de bonne guerre. Ça s'appelle la géoéconomie. Ça s'appelle du protectionnisme. Ça s'appelle de la préférence. Or que nous sommes là à prendre, juste à consommer. Donc, comme nous ne sommes pas dans la production, nous sommes uniquement dans la consommation, nous enrichissons les autres. Ça, c'est le mindset qu'il faut avoir avant de commencer. Si tu n'as pas ce mindset-là, tu n'as pas loin. Donc, tu vois, quand tu as ce mindset-là, ça veut dire que tu ne vas pas aller chercher la gratification instantanée. Tu vas plutôt aller embrasser l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, maintenant, c'est un entrepreneur, c'est celui qui va maintenant dénicher les problèmes, qui va apporter les solutions. Donc, c'est ça qui m'amène maintenant faire le choix de l'agriculture. Pourquoi je fais le choix de l'agriculture? Je fais le choix de l'agriculture parce que quand je regarde, pour moi, c'est le plus vieux métier au monde. C'est le secteur aujourd'hui où tous les voyants sont au vert. C'est le secteur aujourd'hui où tu peux commencer aujourd'hui petit, mais en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, brasser, c'est-à-dire que des centaines de millions. C'est le secteur aujourd'hui où on a, c'est-à-dire que la terre, et nos terres sont arabes. Et de façon stratégique aussi, c'est le secteur où, si tu vas te lancer stratégiquement, tu peux impacter, tu peux ramener avec la famille dedans sans te ruiner. Je dis encore, sans te ruiner, mais cette fois-ci en étant stratège, en faisant attention sur le choix des cultures. C'est pour cela que je me suis lancé vers les cultures pérennes, de façon stratégique aussi en disant, ben écoute, si votre crainte, si vous dites que non, on a donné, on est allé faire l'agriculture, la famille a tout bouffé, la famille, mais je te pose la question maintenant, si tu vas te lancer de façon stratégique sur les cultures, c'est-à-dire qu'on a pérennes, l'arboriculture, les arbres, tout ce qui est Njansan, Bitako, la palmier à huile, mangoustinier, tout ce qui est culture pérenne, les cultures qui vont sur 200 ans, 300 ans. Tu penses que même si ta famille, tes frères et sœurs, mangent, c'est-à-dire que justement, je veux dire, même si tu te lances dans ces cultures, que ça commence à produire, et que pour des raisons, justement, comme on dit, on ne contrôle pas les mentalités. Toi, tu es ici en Occident. Tes frères et sœurs commencent à manger l'argent que les cultures produisent. Tu penses que ça va t'handicaper? Oui, ça va t'embêter qu'ils mangent, mais quand tu faisais ça aussi, quelque part aussi, ça ne va pas t'handicaper tant que ça, parce que ça sera, c'est-à-dire que voilà, je vais dire une charge à moins, et la chance que tu as derrière, la grosse opportunité que tu as derrière, c'est que le jour où tu vas décider de revenir en Afrique, tes arbres seront là.
Ils vont peut-être bouffer l'argent, mais ils ne vont pas manger, je vais dire, bouffer les arbres, bouffer les cultures qui sont là. Donc ça, encore une fois de plus, c'est voilà la stratégie. Donc voilà comment je me lance sur les cultures pérennes. Maintenant, je ne choisis pas n'importe quelle culture pérenne. Tu as vu que j'ai choisi les cultures du terroir. Parce que là-dedans aussi, il faut comprendre que si tu vas faire un mauvais choix, tu risques de te retrouver en train de travailler pour les autres. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver en train d'acheter les semences, d'acheter la haute mécanisation, d'acheter les engrais, les produits phytosanitaires. Tu vois, tu enrichis l'économie extérieure. Je ne sais pas si tu vois un peu mon mindset. Mon mindset est d'ici, je suis là pour créer une richesse endogène. Je voudrais faire un business qui redistribue la richesse vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la culture du palmier. Le choix de la culture du palmier parce que le palmier à huile, dans ma région, la région que le Mungu, surtout mon village, nous sommes pionniers en termes de palmier à huile. On a comme ça des plantations à perte de vue en termes de palmier à huile, en perte de vue aussi en termes de culture d'EVA. Mais je n'ai pas fait le choix de l'EVA. Pourquoi? Parce que pour nous, l'EVA n'est pas rentable. Je dis l'EVA n'est pas du tout rentable pour nous, Africains, parce que nous ne bénéficions pas de la manne. L'EVA, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la transformation. L'EVA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits, c'est-à-dire que justement, les chaînes de valeur, nous ne bénéficions pas des chaînes de valeur. Et aujourd'hui, l'EVA est passé de plus de 1000 francs le kilo. Aujourd'hui, on a 200 francs le kilo. Et on n'a pas le contrôle sur les prix. Tu vois? Et l'EVA, c'est-à-dire que met 7 ans pour entrer en production. Tu vois que l'agriculteur va travailler comme ça, c'est-à-dire que tout le temps, pour ne pas bénéficier. C'est pour ça que je n'ai pas fait le choix du cacao. C'est pour ça que je n'ai pas fait le choix du café. Je n'ai pas fait le choix du coton. Je n'ai pas fait le choix de toutes ces cultures-là où nous n'avons pas la main sur la transformation. J'ai fait le choix du palmier à huile parce que nous avons la main sur la transformation. Tu as vu aujourd'hui, nous sommes sur une étendue de 30 hectares où nous avons implémenté une unité de transformation. Avec cette unité de transformation, on va te dire que justement produire l'huile de palme, avoir l'huile de palmiste, avoir des produits dérivés et pouvoir aussi transformer la production de tous les autres paysans. Donc, une fois on a fait voilà, dans le palmier à huile, nous avons l'expertise. C'est une culture qu'on produit depuis la nuit des temps dans mon village, dont l'expertise on avait. Dans ce choix aussi, je me suis dit, ben, on ne peut pas seulement s'arrêter sur une culture. Bien que le palmier à huile soit ultra rentable, bien que le palmier à huile, et puis le choix du palmier à huile aussi, c'est pourquoi? Parce que le palmier à huile produit toute l'année. Comparativement au cacao, au café, où on a des fois une seule récolte, tu vois, le palmier à huile produit toute l'année. Donc voilà une culture où, si on voulait sortir les agriculteurs, les paysans de la pauvreté, on devrait c'est-à-dire que les amener à cultiver le palmier à huile. Parce que le palmier à huile, tu peux récolter comme ça toute l'année. Et tu as énormément de produits dérivés. Et c'est l'une des huiles oléagineuses aujourd'hui qui produit le plus à l'hectare. Et c'est une huile qui est demandée partout dans le monde. Et l'huile de palme, on retrouve l'huile de palme dans tous nos produits de consommation, dans la cosmétique, dans les industries d'hydrocarbures. Donc, avec l'huile de palme, on peut faire aujourd'hui le pétrole vert. Donc, dans ma pensée, comme ça que je pense, et je me dis, bon, il va falloir aussi diversifier. Parce que j'ai constaté que nos paysans, si on les fait passer aujourd'hui pour des pauvres, c'est parce que justement, on les a amenés à aller cultiver telles que les cultures laissées par les colons. Les cultures sur lesquelles ils n'ont pas la main sur la transformation. Et vous voyez qu'on a eu des personnes comme ça qui avaient des 20 hectares de café, 30 hectares de cacao, 30 hectares de café, 30 hectares de coton, les 20 hectares de VIA, mais vous voyez qu'ils ne sont que dans la monoculture. Le jour où le prix baisse, ils sont en perte. Moi, quand je constate ça, je dis, je ne peux pas aller faire la même erreur. Je vais te dire voilà, diversifier. On va faire dans le palmier à huile. Quand on a fait le palmier à huile, je dis, ben, quelle est la culture que je peux maintenant faire? Ou quelles sont les cultures que je peux faire pour pouvoir diversifier? Pour que dans l'exploitation,
qu'on ne dépende pas uniquement du palmier à huile. C'est comme ça que je commence à réfléchir. Je pense à la vanille. Je pense à la vanille. Autour de moi, personne ne faisait de la vanille. Donc, il faut comprendre que entreprendre aussi, ça va te demander vraiment de faire des recherches, de te questionner, de questionner même notre agriculture. Tu vois que tout ce que je suis en train de te dire, c'est parce que je suis dans le questionnement. Je questionne notre agriculture. Je ne suis pas là à refaire la même chose, à faire le copier-coller. C'est comme ça que dans mes recherches, je tombe sur un blog écrit par des personnes à Madagascar qui parlent de la vanille. Et je regarde aussi à côté de ce blog-là, on parle de la vanille. Mais quand je regarde le blog Madagascar, je vois le process. Le process était un peu long et un peu compliqué, il faut le dire. Pour moi qui étais novice la première année. C'est comme ça que je regarde à côté du blog, on parle de la vanille, du poivre. On parle juste du poivre et il n'y avait pas de terrain technique, il n'y avait rien. Je dis, tiens, c'est une culture qui peut entrer en production au bout de 3 ans. OK. Et derrière, je vais faire mes recherches. Je ne savais pas que le poivre était cultivé je parle de 2013, que le poivre était cultivé au Cameroun. Voilà comment je fais les recherches. Je me rends compte que oui, le poivre est cultivé au Cameroun, dans la région telle que de Penja. Moi qui suis du Mungu, Penja est à quelques encablures de mon village. Tu vois que l'information n'est pas relayée. Et là, je vois la photo du président des producteurs de poivre. C'est comme ça que je prends les informations et on va vers le président des producteurs de poivre, j'ai mon petit frère vers le président des producteurs de poivre, acheter les plants de poivrier. Donc il faut aussi comprendre que là-dedans, dans l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas aller, je suis en train de te partager le truc, aller faire des choses, je vais dire en disant, on essaye seulement, on va, non. J'ai dit au départ qu'il ne faut pas aller parce qu'on a faim, il faut aller parce qu'on vient résoudre un réel problème. Et que derrière, ça va demander les moyens. Les moyens. Je suis allé vers le meilleur, le président des producteurs de poivre, à Penja. C'est là-bas qu'on achète les boutures. Les boutures et les plants de poivrier. Les tuteurs et les plants de poivrier. Tu connais l'histoire. Première année, on a planté. Ça n'a pas donné. On a connu l'échec parce que dans mon exploitation, je pense que j'ai eu à revenir comme ça en long, en large, en travers. On n'a pas respecté l'itinéraire technique, on n'a pas respecté beaucoup de choses qui n'ont pas donné. Cet expert m'a fait comprendre que ça ne pouvait pas se produire dans mon village. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé chercher, c'est-à-dire que pourquoi ça n'a pas donné. Tu vois? Et revenir 4 ans plus tard, faire les choses. Donc, pareil aussi pour le Ndjansang et les Bitakula. Ndjansang Bitakula aussi, c'est le fruit de mes recherches. Donc, quand je te dis ici que nos écoles agronomiques n'enseignent pas ça, oui. Quand je fais mes recherches, c'est une ONG. C'est une ONG, encore plus une ONG étrangère qui vient lutter contre la déforestation. Et dans leur choix, préconise aux agriculteurs, aux paysans, d'introduire les cultures forestières non ligneuses. C'est une ONG. Je n'ai pas donné ce nom. J'ai déjà eu à donner le nom avant. Je vais demander de faire des recherches et je vais donner le nom aux personnes qui sont intéressées, qui prendront la formation. Parce que, tu vois, j'ai été comme ça généreux pendant 3 ans à donner des informations comme ça gratuites. Et beaucoup pensent que c'est des informations comme ça qu'on reçoit, qui me tombent peut-être, je ne sais pas moi, du ciel, ou que je sors ça des chapeaux. Non. Cette ONG-là, pourquoi je retrouve cette ONG? J'étais ici, c'est-à-dire qu'en France, ma petite sœur a fait le tour de Douala. Douala qui est la capitale économique du Cameroun. Moi, j'ai reçu l'adresse. Elle était au téléphone. Elle est allée à Bounanjo. Elle est allée à quoi? Elle est allée à la douche. On l'a baladée comme ça de partout. Et moi, j'étais au téléphone. Pour qu'on se rende plutôt compte que l'ONG, les bureaux ont déménagé. Les bureaux se retrouvent aujourd'hui à Yaoundé. Pour vous dire que notre système informatique aussi, les informations qu'on trouve sur le net ne sont pas actualisées. J'ai passé pratiquement avec la moitié d'une journée au téléphone. Et tu sais combien coûte la data au pays?
quand je suis au téléphone et ma petite au téléphone. Elle fait le tour, je suis avec elle, puisque c'est moi qui fais des recherches. Et comme ça qu'elle se retrouve, elle va à Yaoundé, retrouver cet organisme-là. Et si je me mets à te raconter l'histoire, comment les personnes, l'ingénieur qui a reçu ma petite sœur, son étonnement, mais tu ne vas pas me croire. Parce que il n'y a que les ONG, les associations qui viennent vers là. Les particuliers ne viennent pas. Donc la personne était étonnée de voir une jeune fille, une jeune dame, qui vient lui parler des plans de Ndiangsang, les plans de Bitakula, les plans de Alabianca. Quand elle a dit Alabianca, nous tenons Alabianca, le monsieur a chuchoté, dit, ma fille, qui t'a envoyé? Qui t'a parlé de l'Alabianca? Ce sont mes recherches. Voilà une plante comme ça que je donne. Voilà un scoop, l'Alabianca. C'est l'un des fruits, c'est un fruit gros comme la papaye, mais c'est des graines. Des graines, les fèves sortent comme un peu les fèves de cacao. Mais avec ces fèves-là, on produit de l'huile. Une huile de qualité, aujourd'hui plébiscitée par l'Union européenne. C'est cultivé massivement, tel que dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. L'Alabianca. C'est le fruit de mes recherches. C'est là-bas que j'achète, dans les plants de Ndiangsang, les plants de Bitakula, les plants de rondelles de Pébé. Parce que cette association-là lutte contre la déforestation. Et cette association, la politique, c'est de dire, au lieu de continuer à pousser nos parents à aller faire des plantations, je veux dire, de cacao, de café, qui ne les rapportent pas, on devrait plutôt éduquer nos parents à ce que lorsqu'ils font les plantations de cacao ou de café, qu'ils insèrent dans ces plantations de café et de cacao les arbres comme le Ndiangsang, le Bitakula, l'Alabianca, parce que c'est des arbres, c'est vrai, tu sais, le cacao, c'est une plante qui pousse sous ombrage, qui a besoin d'ombrage. Mais l'avantage, c'est que le jour où le prix du cacao baisse, le planteur peut bénéficier de ces arbres. Un sac de Ndiangsang coûte 500 000. Un sac de cacao, ça coûte combien? Même pas 100 000. 100 000, les mois où on vend le kilo à 1000 francs. Des fois, le kilo se vend à 500 francs. Un sac de Ndiangsang de 50 kilos, 500 000. Le sac de Bitakula, dans les 500 000. Donc, tu vois que si nos ingénieurs agronomes avaient, c'est-à-dire que justement, instauré cette stratégie-là, a dit à nos paysans, intégrer, c'est-à-dire que des arbres, tels que le Ndiangsang, le Bitakula, les rondelles, l'anacadie même, afin de pouvoir diversifier, c'est-à-dire que vos sources de revenus. Nos agriculteurs ne seraient pas pauvres. Tu vois, c'est de la réflexion. Ça se pense. C'est pour ça que tu vois mon agriculture, je ne fais pas comme monsieur, madame, tout le monde. C'est pour ça que ma plantation n'est pas comme pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que j'ai pensé ma chose. Voilà comment je me suis retrouvé à produire aujourd'hui le Ndiangsang, le Bitakula, le Mpébé. Parce que, en me disant aussi qu'on se doit de diversifier. Tu vois que le palmier à huile, si le palmier à huile ne donne pas, les autres cultures vont donner. Et c'est le palmier à huile aujourd'hui qui est en train de soutenir toutes les autres cultures. Tu vois, c'est le palmier à huile qui est en train de soutenir toutes les autres cultures. C'est le palmier à huile qui permet aujourd'hui de mettre l'usine. C'est le palmier à huile qui permet aujourd'hui d'élargir la plantation de poivriers. Parce qu'il faut comprendre que le poivre ici entre en production au bout de 3 ans, 4 ans. Au bout de 3 ans. La maturité, c'est 7 ans. Donc c'est le palmier à huile qui m'a permis, comme ça, de développer, d'étendre les plantations de poivre. C'est la culture palmier à huile qui est en train de nous permettre de mettre l'usine. Tu vois, tout ça, c'est pensé. Et pour revenir à la belle histoire avec mes frères, tu vois que je suis là, aujourd'hui mes frères sont là-dedans, mais travaillent en même temps avec les experts. Mes frères aujourd'hui, au bout de plus de 10 ans, sont devenus des experts. Et si
la belle aventure est en train de continuer son chemin parce que j'ai aussi que des retours comme ça. Vous me dites, ah, Thierry, vraiment, tu as eu énormément de chance. Tes frères sont... Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour eux comme ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est des citadins. C'est des personnes qui découvraient aussi qui découvraient le domaine agricole. Mais c'est parce que, c'est-à-dire que justement, derrière ça, j'ai su leur vendre le projet. Parce que derrière ça, je suis corps et âme avec eux. C'est moi qui effectue les recherches. C'est moi qui viens leur donner, qui viens les éduquer. Je suis là H24/24. Tu vois, quand je suis au pays, je suis là 24/24 avec eux. Tu me découvres depuis 3 ans. Mais tu imagines, depuis plus de 10 ans, je suis là H24. Et ce que je dis, c'est ce que je fais. Je leur avais dit que tu veux le palmier à huile. On va faire l'usine. On va faire la culture du poivrier. On va faire le Njansan Bitakola. Je n'ai pas dérogé à ma promesse, à ma parole. On l'a fait. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance. Il faut comprendre que la confiance, ça ne se donne pas. La confiance, ça se mérite. Ça a beau être tes frères et tes sœurs. Si tu n'es pas un homme ou une femme de parole, on ne va pas te suivre. Et depuis que le projet a été lancé, il faut comprendre que j'ai tenu à ma parole. Ils sont payés. Ils reçoivent aussi un salaire. J'ai tenu aussi à ma parole parce que depuis que ce projet a été lancé, je contribue, c'est-à-dire qu'à mon petit niveau, à impacter, c'est-à-dire que la vie des gens, des personnes qui travaillent. Tu imagines combien de millions j'ai dépensé pour la culture du poivrier? Combien de millions j'ai dépensé pour la culture du palmier à huile? Combien de millions j'ai dépensé pour la culture du Njansan, de l'agroforesterie? L'usine, ça m'a pris combien? Et derrière, il y a une idéologie. Toutes les cultures que j'ai plantées, c'est des produits du terroir. Ça m'a permis comme ça d'enrichir les pépiniers camerounais. Les pépiniers sont les Camerounais de Penja, de tous bords. Je dis Camerounais, je ne fais pas de précision. Les plants de palmier, j'ai insisté qu'on ait acheté des plants à la CDC. CDC, qui est la compagnie étatique. Parce qu'il faut aussi comprendre que à même pas 12 km, 13 km de mon village, il y a la société qui Sokapan. C'est une huilerie qui est aujourd'hui privatisée, détenue par Vincent Bonnery, qui fait dans la culture du palmier à huile, qui vend même les plants de palmier à huile. Mais j'ai refusé d'aller acheter mes plants. J'ai préféré aller plus de 200 km plus loin, à Ekona, au nord-ouest, au nord-ouest, au sud-est, autant pour moi, au sud-ouest, acheter mes plants de palmier. Tu vois ce que ça incombe en termes de logistique. Tu vois ce que ça incombe en termes de frais. Mais j'ai préféré le faire parce que je voulais me rassurer que l'argent rentre dans les caisses de l'État camerounais. C'est ça ce mindset. Quand tu as un mindset, quand tu vois que tu ne cours pas après l'argent, ton objectif d'abord, c'est d'abord de donner. Tous les techniciens que j'embauche, c'est des Camerounais. J'ai fait le choix de construire une unité de transformation, une huilerie. Mais j'ai fait le choix d'acheter tout le matériel auprès des artisans camerounais. Tout le matériel auprès des artisans camerounais. Ça chiffre en termes des millions. Mais pourquoi je le fais? Je le fais afin de pouvoir encourager nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Un artisan comme ça que tu viens de donner autant de millions, ça permet à ce que cet artisan se mette à niveau, développe, c'est-à-dire que son pôle de recherche et développement, agrandit son usine, embauche un plus grand nombre de personnes. C'est ça le leitmotiv. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir se développer. En tout cas, ça c'est ma vision. Ce n'est que comme ça que moi je pense qu'on peut faire pour se développer en redistribuant la richesse vers le bas. En redistribuant la richesse vers le bas. Tu vois que quand tu as un mindset comme ça, ce n'est pas le mindset de quelqu'un qui vient s'enrichir rapidement. Mais c'est le mindset de quelqu'un qui vient
apporter la solution, qui vient être une solution. Seulement, c'est quelqu'un qui dit, on s'enrichit avec le temps. Chez le monde, c'est quelqu'un qui se dit, la richesse, c'est le patrimoine. Pardon. Et que la richesse, ça se construit. La richesse, ça se construit. Donc, voilà comment, voilà ce qui a motivé, voilà ce qui m'a motivé d'aller vers l'entrepreneuriat. Voilà ce qui continue à me motiver jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut comprendre que si la seule motivation était d'aller gagner de l'argent, non. Je suis en train de faire le commerce. Et je ne sais même pas si en faisant ce commerce-là, je suis encore debout 13 ans aujourd'hui. Non. Mais ma motivation, c'est de venir changer la vie des personnes qui sont autour de moi. Je suis fier de savoir aujourd'hui que je suis un acteur sur le secteur du palmier à huile. Il faut comprendre que nous sommes déficitaires en termes d'huile. Chaque année, le Cameroun a un déficit de plus de 250 000 tonnes. Tu vois, je suis fier de savoir que, à mon petit niveau, je viens contribuer à, justement, à diminuer ce gap-là. Il faut comprendre que le Cameroun a obtenu le label indication géographique en 2013 avec la culture du poivrier. Je suis fier de savoir que je suis un acteur dans ce secteur. Il faut comprendre que nous ne sommes que 500. Le poivre a été introduit au Cameroun dans les années 1950 par la compagnie téléco-française qui est la PHP. C'est des experts français qui ont introduit le poivre au Cameroun. Et le poivre s'est retrouvé vulgarisé dans la zone de Penja parce que les personnes qui travaillaient dans les plantations ont acquis l'expertise, ont commencé à faire des petites plantations. Ont commencé à faire leurs plantations. Donc quand je dis des fois que le poivre n'est pas appris dans les écoles agronomiques, oui. Le poivre, sa source, c'est Penja. C'est ceux qui travaillent dans les plantations, c'est-à-dire que justement la PHP, qui ont pris l'expertise, dont les paysans, qui ont pris l'expertise, ont développé, c'est-à-dire que dans la zone de Penja. Aujourd'hui, si on a quelques ingénieurs agronomes qui maîtrisent la culture, c'est parce qu'elles sont venues se former sur le terrain. C'est parce que l'État du Cameroun en 2013, comme la France avait donné une subvention de 1 million d'euros, on a aujourd'hui un groupement des paysans, des producteurs de poivre. Dans ce groupement de producteurs de poivre, on peut retrouver des ingénieurs agronomes. Oui, mais des ingénieurs agronomes qui ont appris sur le terrain, pas dans les écoles. Toutes les cultures que je cite avec toi, ce n'est pas, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas appris par les institutions agronomiques. Les ingénieurs ont pris la chose, mais c'est toujours par l'appui des ONG. Voilà comment le poivre s'est retrouvé à Penja. Aujourd'hui, le poivre est en train de se démocratiser. Tu vois, avec